Bonjour et bienvenue à tous dans ce cours Optimal Subsp sur la propagation des ondes. On va commencer par introduire quelques définitions, quelques rappels de choses que vous avez déjà vues en première année. Donc quand on parle d'onde, en général, il y a plusieurs définitions qu'on peut donner de ce qu'est une onde, de ce qu'est le phénomène ondulatoire. Des définitions qu'on donne assez fréquemment, qui est une définition très très large, c'est un phénomène physique qui correspond à une certaine propagation d'énergie sans qu'il y ait un déplacement global de la matière. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, par exemple, si vous prenez une onde comme une vague sur la mer, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous voyez qu'il y a quand même un déplacement de matière dans le cas d'une vague, parce que la vague, il va y avoir des endroits où vous allez être dans le creux de la vague, en bas, et des fois plutôt sur la crête de la vague, en haut. Et au cours du temps, la vague va bouger. Donc vous voyez qu'il y a bien de la matière qui bouge, parce que l'eau va bouger pour que la vague puisse se propager. Pourtant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un déplacement local de matière. Ce que ça veut dire, c'est que l'eau, même si elle va se déplacer, si vous regardez qu'est-ce qui se passe au niveau de l'eau de la mer au cours d'un certain nombre de périodes temporelles de la vague, vous allez voir que l'eau, elle va rester à peu près toujours au même endroit. Il ne va pas y avoir un déplacement global d'eau, elle va juste se déplacer un petit peu localement. Par contre, de l'énergie se sera déplacée. Parce que quand l'onde se propage, quand la vague se propage, il va y avoir de l'énergie qui va se déplacer le long de la surface de l'eau. Donc dans ce cas-là, il y a bien un déplacement global d'énergie, spatialement, sans qu'il y ait déplacement global de la matière. Il y a juste un déplacement local de la matière. Ça, c'est la définition très générale qu'on donne d'une onde. Alors, il y a deux types d'ondes qui vont nous intéresser dans ce chapitre, qui sont les deux types d'ondes qu'on va le plus étudier en SP cette année, ensemble. Le premier type, c'est ce qu'on appelle une onde progressive. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une onde progressive ? Encore une fois, une définition très très vaste qu'on peut en donner, pas super rigoureuse, mais très pratique. Une onde progressive, c'est une onde qui se reproduit semblable à elle-même dans l'espace et dans le temps. Alors ça, c'est les ondes, comme par exemple les ondes lumineuses qui se propagent dans l'espace. Vous avez aussi les vagues, qui sont dont on parlait, les ondes de surface au niveau de la mer, qui sont elles aussi des ondes progressives. Et puis vous avez aussi les ondes sonores. Par exemple, quand je vous parle, vous avez une onde qui va se déplacer de moi jusqu'à vous, que vous allez entendre. Et donc, il y a bien eu propagation de l'énergie, il y a bien donc eu une onde progressive. Ensuite, il y a un deuxième grand type d'onde qu'on va étudier, c'est ce qu'on appelle une onde stationnaire. Alors, qu'est-ce qu'une onde stationnaire ? C'est en général une onde qui va être confinée spatialement. Quand, par exemple, vous avez, pour reprendre l'exemple de la vague, une vague sur la mer, une vague, ce n'est pas une onde qui est confinée. Pourquoi ? Parce que si la vague, elle va apparaître à un certain endroit sur l'océan, la vague va se propager le long de la surface de l'océan, elle peut aller très très loin, parcourir pourquoi pas des centaines ou des milliers de kilomètres. Donc vous voyez que ce n'est pas une onde qui est confinée. Par contre, il y a d'autres types d'ondes qui vont être confinées dans une cavité ou dans un petit endroit de l'espace. Ce serait le cas par exemple d'une onde sur une corde, par exemple une onde sur une corde de guitare. Pour ceux d'entre vous qui font de la musique, vous savez que quand vous pincez une corde de guitare, la corde va vibrer et il va bien y avoir une onde dessus. Pourquoi on parle d'onde ? Parce qu'il y a bien un déplacement d'énergie le long de la corde, sans qu'il y ait déplacement global de la matière de la corde, qui va rester localement à peu près au même endroit. Mais cette onde, elle ne va pas être une onde progressive, au sens où elle ne va pas s'échapper de la corde, elle va toujours un petit peu rester bloquée sur la corde. Dans ce cas-là, on va parler d'onde stationnaire. Donc on donnera une définition un petit peu plus mathématique de ce qu'est une onde stationnaire dans la partie 3 de ce cours. Donc, comme je disais, il y a l'onde sur une corde attachée, qui est l'exemple un petit peu canonique qu'on donne en général d'une onde stationnaire. Il y a un autre exemple, qui est cette fois-ci un exemple électromagnétique d'onde stationnaire, qui est l'onde qui est créée dans une cavité laser. Donc ça, c'est quelque chose que vous verrez dans le programme de mécanique quantique cette année. Comment se crée une onde laser ? À la base, on va partir d'une cavité qui va être constituée de deux miroirs, et on va créer une onde électromagnétique, donc de la lumière, mais qui ne va pas se propager dans l'espace, comme par exemple la lumière du soleil qui se propage dans l'espace jusqu'à nous, mais qui va rester confinée et rebondir en quelque sorte entre les deux miroirs. Donc ça va faire une onde stationnaire lumineuse qui va créer les modes propres du laser, et donc la lumière laser. On va maintenant attaquer une deuxième partie qui va rentrer un petit peu plus dans les détails mathématiques de ce qu'est une onde progressive. Alors, dans cette deuxième partie, maintenant, on va rentrer un peu dans les détails mathématiques de ce qu'est l'onde progressive. Donc, quand on parle d'onde progressive, il va y avoir une forme mathématique qu'on va utiliser, qui va être la suivante. Donc, on va parler d'une fonction f qui va dépendre de l'espace et du temps. Donc pour le moment, on va se limiter à une onde monodimensionnelle. Donc on prend juste une variable scalaire d'espace x et une variable de temps t. Et donc cette fonction va s'écrire de la sorte. Les variables x et t vont entrer dans la fonction sous la forme x plus ou moins ct, où c est une constante. Alors, beaucoup de choses à dire sur cette formule. Premièrement, il y a cette constante c qui va être la célérité de l'onde.
Alors, cette célérité, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est une constante qui dépend uniquement du milieu de propagation. Autrement dit, cette constante ne va pas dépendre par exemple de l'amplitude de l'onde, de sa phase, de choses comme ça, elle dépend uniquement de dans quel milieu vous vous trouvez quand l'onde progressive se propage. Alors quelques ordres de grandeur. Vous avez par exemple la célérité de la lumière dans le vide. Qui est à peu près 3 à 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc la valeur exacte n'est pas à connaître, par contre l'ordre de grandeur est à connaître par cœur. Donc ça c'est par exemple pour une onde électromagnétique. Vous avez aussi la vitesse du son. Dans les conditions normales de température et de pression, cette célérité vaut à peu près 340 mètres par seconde. Vous pouvez aussi avoir le son dans l'eau. Cette fois-ci, on va être un petit peu plus élevé, à 1500 mètres par seconde. Ou pourquoi pas dans l'acier. Cette fois-ci, c'est environ le double de la célérité dans l'eau, à 3000 mètres par seconde. Alors vous voyez que vous avez quand même pas mal d'ordre de grandeur de différence quand on change de milieu. Vous voyez que dans l'air, à chaque fois, ici c'est du son toujours, hein, c'est une onde mécanique qui se propage dans un milieu. Et vous voyez quand on passe de l'air à l'eau à l'acier, eh ben, ça va grandir progressivement. Et vous voyez qu'entre ces deux-là, on a carrément limite un facteur 10 entre les deux. Pourtant c'est la même onde, hein, mais c'est juste le milieu qui change. Alors quand on va rentrer un peu dans le cours suivant, sur la propagation des ondes dans les solides, on verra une interprétation de pourquoi on peut avoir de tels écarts, et on verra que ça s'explique en fait essentiellement par la rigidité du milieu et par sa masse volumique. D'ailleurs, pour la petite histoire, pour cette histoire de son dans l'air et dans l'acier, vous avez peut-être déjà vu dans des films de cow-boys et d'Indiens que les Indiens vont se pencher sur le rail du train pour écouter le son qui sort du rail. Et en fait, ils vont pouvoir entendre le train arriver de loin avant qu'on entende le son dans l'air. On va d'abord entendre le son dans l'acier. Alors en fait, il y a deux raisons à cela. La première raison, la plus simple, la première explication que vous pourrez trouver, c'est de se dire, c'est qu'en fait, comme le son est beaucoup plus rapide dans l'acier que dans l'air, le train, il va émettre un son, par exemple par sa sirène, qu'on pourrait entendre dans l'air, mais comme le son met beaucoup de temps à arriver par l'air, parce qu'il est lent, on va d'abord l'entendre dans l'acier, où là, la vitesse est beaucoup plus rapide, donc dans l'acier du rail. Ça, c'est une première explication. En fait, elle n'est pas très rigoureuse, cette explication. Il y en a une autre qui rend compte plus physiquement de ce qui se passe. C'est que quand vous avez le son qui est émis dans l'air par le train, le son, en fait, il va partir dans toutes les directions. Et donc, vous avez de l'énergie qui va se perdre très, très vite à mesure que la distance augmente. Par exemple, si vous êtes tout près du train et que le train siffle dans l'air, vous allez très bien entendre le son, mais à mesure que vous vous éloignez, en fait, comme il y a beaucoup d'énergie de l'onde sonore du train qui va partir dans d'autres directions que la vôtre, il va rester juste une toute petite quantité d'énergie qui va arriver jusqu'à vos oreilles, ce qui fait que quand on s'éloigne comme ça du train, on va entendre de moins en moins la sonnerie. Par contre, dans un rail, c'est différent, parce que si l'air autour du train est un milieu à 3 dimensions d'espace, le rail, lui, c'est un milieu à une seule dimension d'espace. En approximation, bien entendu, mais c'est un milieu qui est en gros monodimensionnel. Ce qui va se passer, c'est que donc l'énergie sonore qui est transmise du train dans le rail, elle va se déplacer dans une seule dimension d'espace et en fait, il y aura beaucoup moins d'énergie qui sera perdue. Et grâce à ça, on va pouvoir entendre le son beaucoup plus loin dans le rail du train. Voilà, fin de la parenthèse et la petite anecdote sur la propagation du son. Donc voilà pour ces quelques ordres de grandeur. Ça, c'est une première remarque qu'on peut faire sur cette fonction. Une deuxième remarque, comme vous avez pu le voir, c'est qu'il y a ici un signe plus ou moins qui n'est pas encore bien défini, parce que ça peut être soit plus, soit moins. Donc, que va être ce signe plus ou moins? Comment va-t-on le choisir? Alors, quand vous utilisez cette fonction pour décrire une onde progressive, bien entendu, il faut choisir un signe. Soit on va prendre le signe plus, donc ça ferait f de x plus ct, soit le signe moins, donc f de x moins ct. Alors, qu'est-ce que ça va changer ce signe? Quand vous avez le signe plus, ça veut dire que vous avez une propagation dans le sens des x décroissants. Et quand vous avez le signe moins,
c'est une propagation dans le sens des x croissants. Alors, comment on peut voir ça un petit peu intuitivement? Pourquoi donc ce moins correspond à un x croissant et ce plus à un x décroissant? Eh bien, on va le voir tout de suite sur un petit schéma. Alors, on va prendre un exemple. Donc, on va prendre la fonction f de x et de t égale f de x moins ct. Donc, en fait, on a choisi juste le signe moins dans cette formule avec une certaine célérité c. Et on va imaginer une onde qui va se propager suivant cette forme, une onde progressive. Alors, à quoi ça pourrait ressembler, cette onde? Alors, imaginons qu'on se trouve à un instant, on regarde une onde, par exemple ici l'onde sur la corde que vous avez là. Je vais prendre cette corde et je vais créer une onde dessus. Alors, comment je peux faire? Vous voyez, je peux tendre la corde comme ça et mettre un petit coup de poignet et vous voyez qu'il y a une onde qui se propage. Il y a une bosse qui va se propager le long de la corde comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une photo. Donc, il faut imaginer que c'est comme si j'allais ici mettre une petite impulsion comme ça et puis faire l'onde qui se propage. Donc, il y a la bosse qui se propage et à un instant, je vais prendre une photo et on va représenter cette photo sur le graphe ici. Donc une photo, c'est prise à un certain instant t. Donc je vais me placer à l'instant t égale t0. Et on va regarder la forme de la corde qui va être décrite donc par quoi? Par f de x et de t0. Parce qu'ici, j'ai fixé l'instant t. Et ici, donc, la variable, ça va être x. Cette corde, quelle forme elle va avoir? L'essentiel de la corde va être au repos, à part la petite bosse que j'ai induite sur la corde qui va correspondre à l'onde. Donc la corde, on va supposer qu'elle est comme ça. Hop, et là, il y a une petite bosse à un certain endroit. Et ensuite, la corde est encore au repos. Et elle va être, par exemple, fixée ici à ces deux extrémités. Ici, ce point-là, où il y a la bosse, on va appeler ça le point x0. On va dire que x0, c'est le maximum de l'onde. Et la question, c'est qu'ici, on a pris une photo de la corde, donc a priori, juste en regardant ça, je ne peux pas savoir dans quel sens l'onde se propage. Alors, si on a choisi cette fonction ici, en x moins ct, comment on peut voir que, d'après ce que j'ai dit, ça va être dans le sens des x croissants? Donc ça veut dire que l'onde elle se propage dans ce sens-là. Donc ici, je suis à t égale t0. Donc là, j'ai entouré en jaune, donc on va superposer ici la corde avec la couleur jaune. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe à un instant ultérieur. T0 plus delta t. Donc c'est un petit peu plus tard, delta t positif. Qu'est-ce qui va se passer à cet instant T0 plus delta t? Pour le voir, on va utiliser la formule qu'il y a ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que f de x0 moins ct0, qui correspond à quoi? À l'onde à l'instant t égale t0, qui correspond en fait au maximum de l'onde, à l'instant t égale t0. Et on va introduire le delta t qu'on a écrit ici. Alors, comment on va faire pour l'introduire? On va utiliser une petite astuce. On va dire que ça, c'est égal à f de x0 moins c delta t plus c delta t moins c t0. Et finalement, qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Ça nous donne, en réécrivant, f de x0 plus c delta t moins c facteur de t0 plus delta t. Vous voyez, là, j'ai rien fait de spécial. J'ai ajouté et j'ai soustrait la même grandeur, donc j'ai le droit de faire ça. C'est juste une petite astuce. Et ici, j'ai factorisé. Et qu'est-ce qu'on obtient finalement? On obtient que ça, c'est rien d'autre qu'en fait la fonction f évaluée en la position x0 plus c delta t et à l'instant t0 plus delta t. Qu'est-ce que ça veut dire, cette formule qu'on a obtenue ici, quand on la regarde? Ce que ça nous dit, c'est que l'onde à une position x0 et un instant t0, elle est la même que à une position un petit peu plus loin et à un instant ultérieur. Alors, qu'est-ce que ça va correspondre ici? À quoi ça va correspondre graphiquement? Ici, l'onde à l'instant t égale t0 est évaluée en x0, à son maximum, on se trouve ici. Ce que ça veut dire, c'est que ce maximum, cette fois-ci, où est-ce qu'il va se trouver? Il va se trouver un petit peu plus loin, en x0 plus c delta t.
Et ça, c'est l'image qui va correspondre à l'instant ultérieur t0 plus delta t. Donc en fait, un instant ultérieur, la corde, elle va avoir cette forme-là. Et donc, puisque l'instant t0 plus delta t est un instant ultérieur, ce que ça nous dit, c'est qu'entre cet instant-là, t0 et l'instant t0 plus delta t, on s'est bien déplacé dans le sens des x croissants. Donc quand on a ce signe moins, c'est bien ce signe moins-là qui nous donne le déplacement dans le sens des x croissants. Pourquoi? Parce que, imaginons maintenant qu'on ait choisi un signe plus ici, qu'est-ce que ça changerait dans la formule si je refais la même manipulation? Ce que ça changerait, c'est qu'ici, en fait, à la place d'avoir un t0 plus delta t, on aurait un t0 moins delta t. Donc en fait, le raisonnement serait inversé. On n'aurait pas eu un déplacement dans le sens des x croissants, mais un déplacement dans le sens des x décroissants. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Tout est résumé en fait mathématiquement dans cette formule. Regarder une onde un certain instant et un certain endroit, c'est la même chose que regarder cette onde un instant ultérieur et un petit peu plus loin. Quand c'est le sens des x croissants, et quand c'est le sens des x croissants, c'est un petit peu moins loin. Voilà donc pour l'interprétation des ondes progressives, l'interprétation graphique. On va maintenant passer à une interprétation des ondes stationnaires, avant d'aborder un petit peu plus en détail mathématiquement quelques exemples d'ondes progressives. On va donc attaquer la dernière partie de ce chapitre introductif sur les ondes. On va maintenant parler un petit peu des maths qui se cachent derrière les ondes stationnaires. Alors, comme on l'a vu dans ce chapitre, il y a deux grands types d'ondes qui vont nous intéresser, les ondes progressives et les ondes stationnaires. Comme on l'a vu, les ondes progressives s'écrivent de la sorte, c'est une fonction de deux variables x et de t, telles que les variables x et t sont combinées sous la forme x plus ou moins ct, le signe plus correspondant à une propagation dans le sens des x décroissants et le signe moins dans le sens des x croissants. Il y a un autre type d'onde qui va être intéressante, ce sont les ondes stationnaires. Alors mathématiquement, elles vont s'écrire comme ça, psi de x et de t, donc les deux variables x et t, cette fois-ci, vont être séparées sous la forme f de x, g de t. Quelle est la grosse différence entre ces deux fonctions? C'est que ici, vous imposez à x et à t, aux deux variables, d'apparaître toujours sous la forme x plus ou moins ct. Alors qu'ici, elles n'ont aucune contrainte, en fait, elles sont complètement séparées. Vous avez une fonction qui dépend uniquement de la variable d'espace, x, et une autre fonction qui dépend uniquement de la variable du temps, et vous faites un produit de ces deux fonctions. Et on va voir tout de suite pourquoi c'est intéressant, cette forme. Déjà, c'est intéressant pour une raison, c'est que ces deux types de fonctions sont des solutions de l'équation de D'Alembert, que j'ai réécrite ici. Alors, qu'est-ce que c'est que l'équation de D'Alembert? On va en parler de manière très exhaustive dans les parties suivantes, en particulier la partie sur les ondes mécaniques. Cette équation de D'Alembert, c'est l'équation qui décrit la propagation des ondes progressives ou qui décrit également les ondes stationnaires. C'est une équation qui est linéaire, qui a beaucoup de propriétés intéressantes. Donc la voici, vous avez la dérivée seconde de la fonction d'onde xi par rapport à l'espace, qui est proportionnelle à la dérivée seconde de la fonction xi par rapport au temps, la dérivée seconde, via un facteur de proportionnalité qui est l'inverse du carré de la célérité de l'onde en question. Alors, avant qu'on utilise la forme des ondes stationnaires dans l'équation de D'Alembert, pour vérifier ce qu'on peut en déduire, une petite remarque un petit peu plus mathématique. Dans la partie précédente, les plus matheux d'entre vous auront sans doute remarqué que j'ai fait un gros abus de langage qu'on fait énormément en physique. L'abus de langage, c'est le suivant. Vous voyez qu'ici, j'ai pris la peine d'appeler mon onde xi de x et de t, qui est égale à f de x plus ou moins ct. Pourquoi j'ai pris cette précaution? Parce que ça, c'est la manière rigoureuse mathématiquement d'écrire ce qu'est une onde progressive. Précédemment, j'avais écrit f de x et de t égale f de x plus ou moins ct. Vous voyez que là-dedans, vous avez d'une part, du côté gauche de l'égalité, cette fonction f qui comprend deux variables, la variable d'espace et la variable de temps. Par contre, ici, c'est une fonction d'une variable, parce qu'en fait, j'ai bricolé mes deux variables x et t pour en former une seule, qui est la variable x plus ou moins ct. Donc en fait, ces deux fonctions, je ne peux pas les appeler f toutes les deux, parce qu'on voit bien que c'est deux fonctions différentes. Il y en a une qui a deux variables et une qui a une seule variable. Donc ce n'est pas la même fonction. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que physiquement, en général, pour le moment, j'ai gardé une fonction f qui est une fonction quelconque, mais en physique, on décrit des phénomènes. Et par exemple, je vais avoir envie de parler de la propagation d'une onde, mettons, acoustique, une onde sonore. Donc dans ce cas-là, ma fonction f, ce serait par exemple la surpression locale dans l'air.
Et donc, ce que je vais vouloir tout simplement dire, c'est que ma surpression locale qui dépend donc de l'espace et du temps, je vais l'écrire sous la forme d'une onde progressive. Donc, je vais écrire par exemple P de x et de t égale P de x plus ou moins ct. Et là, en fait, j'oublie le fait que, mathématiquement, ce n'est pas la même fonction. Il y a une fonction qui a deux variables, une fonction qui a une variable. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'en physique, on fera très souvent ces abus de langage. Donc ici, ce que j'ai écrit, c'est que mes deux fonctions f donc, ne sont pas la même fonction. Maintenant, on va quand même souvent utiliser le même nombre parce qu'au bout d'un moment, tout le monde comprendra très bien de quoi on parle. Mais en physique, c'est très fréquent ces abus de langage, donc faites attention à cela. Mais on ne vous en voudra pas si vous expliquez très bien dans votre copie ou à l'oral pourquoi vous faites le choix d'utiliser un nom différent ou le même nom. En tout cas, pour le moment, on va employer un autre nom, donc le nom xi, pour décrire les fonctions de deux variables. Donc, ce xi qui vérifie l'équation de d'Alembert, on va vouloir étudier qu'est-ce qui se passe quand on choisit d'étudier la forme d'une onde stationnaire. Alors, cette onde stationnaire, comme je vous le disais, quelle est sa propriété la plus importante? C'est que c'est une fonction à variable séparable. Ou variable séparée. Autrement dit, x et t sont indépendants. Ce qui, je le répète, n'était pas le cas dans le cas de onde progressive où vous forcez x et t à intervenir sous la forme x plus ou moins ct dans votre fonction. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Ça va changer en fait que cette onde, à cause de cette forme, ne va pas être une onde progressive. On va le voir tout de suite en injectant la forme qu'on a obtenue, la forme qu'on a choisie, xi, dans l'équation de d'Alembert. Qu'est-ce que ça va nous donner? Alors, on aura d'une part la dérivée seconde par rapport à l'espace de f de x, g de t, est égal à 1 sur le carré de la célérité fois la dérivée seconde par rapport au temps de la forme choisie, f de x, g de t. Qu'est-ce qui se passe de ces deux côtés de l'équation? Ce qui se passe, c'est que ici, vous avez une dérivée par rapport à x. Donc cette fonction g, qui ne dépend que du temps, on peut la sortir. C'est une constante, si vous voulez, vis-à-vis de cette dérivée. Et on peut faire l'opération symétrique de l'autre côté, parce que comme là, on est dérivé par rapport au temps, et que f ne dépend que de x, on peut sortir f. On va donc obtenir le résultat suivant, c'est que f seconde de x, donc la dérivée seconde de f, fois g de t, égale 1 sur c carré fois f de x, g seconde de t. On va organiser un petit peu tout ça. Alors, bien sûr, sous les hypothèses qui nous arrangent, c'est-à-dire, on va supposer que on continue le calcul dans le cas où f et g ne s'annulent pas. On va obtenir f seconde de x sur f de x est égal à 1 sur c carré g seconde de t sur g de t. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette forme? C'est que du fait que la fonction xi qu'on a choisie est à variable séparée, on va pouvoir justement séparer les variables de chaque côté de l'équation. Donc ici, on a un membre qui dépend uniquement de la variable d'espace x, et ici un autre membre qui dépend uniquement de la variable de temps t. Je vous le rappelle, x et t sont des choses qui sont totalement indépendantes, a priori. Ça veut dire x, vous regardez juste à quel endroit spatialement on se situe quand on étudie l'onde, et t, c'est à quel instant on se situe. Puisque ces deux fonctions, ici, si vous voulez, vous avez une fonction que vous pouvez appeler par exemple grand phi de x, qui serait f seconde de x sur f de x, et puis ici une autre fonction, je ne sais pas, lambda de t, qui serait 1 sur c2, g seconde de t sur g de t. Ces deux fonctions phi et lambda sont égales, pourtant, elles ne dépendent pas de la même variable. L'unique possibilité dans ce cas-là, ça veut dire qu'en fait, ce rapport f seconde sur f, qui est égal à 1 sur c2, g seconde sur g, est en fait une constante. C'est la seule solution possible mathématiquement pour que cette équation fasse sens. On a donc une constante que je vais appeler par exemple grand K, telle que
f seconde sur f toujours égal à 1 sur C2 g seconde sur g est égal à une constante k. On va commencer par étudier, par exemple, la fonction f. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On a donc f seconde de x moins k fois f de x égale 0. Quelles sont les solutions de cette équation? Alors ça, c'est une équation que vous connaissez bien. C'est une équation linéaire, une équation différentielle linéaire du second ordre, à coefficient constant et sans second membre. Donc a priori, c'est assez simple. Je vous rappelle que quand on a une équation de cette forme, pour pouvoir écrire une solution générale, il faut se poser la première question qui est quel est le signe de cette constante grand K? Alors, si vous vous souvenez, il y a deux cas de figure. Ça ressemble drôlement à l'équation d'un oscillateur harmonique. Ça veut dire où il y a des solutions sinusoïdales. Mais pour que ce soit un oscillateur harmonique, il faut que cette constante moins K, ici, soit strictement positive. Dans le cas contraire, qu'est-ce qu'on a? On a des solutions qui sont exponentielles réelles. Donc, si vous voulez, on peut y réfléchir de cette manière-là. Quand ce moins k est positif, vous avez des solutions exponentielles complexes, donc sinusoïdales, et quand ce moins k est négatif, vous avez des solutions exponentielles réelles. Des solutions exponentielles réelles, est-ce que ça va nous intéresser? Eh bien, non. Pourquoi ça ne va pas nous intéresser? Parce que, ici, on va étudier une onde. Une onde, c'est quelque chose qui est périodique, en général. Et donc, si jamais on a une fonction exponentielle réelle, on ne va pas avoir un phénomène qui va être un phénomène propagatif, ou un phénomène où on va avoir un déplacement ondulatoire. Donc, on va tout de suite évacuer ce cas, k qui est cette constante moins k qui serait négatif. Donc, on va prendre la constante moins k positive. Donc, pour avoir une solution ondulatoire, on choisit grand K strictement négatif, et donc on pose grand K égale moins, je vais écrire petit k au carré. Qu'est-ce qu'on va avoir donc? F seconde de x plus k carré f de x égale 0. Et vous avez ici une équation que vous connaissez bien, puisque c'est l'équation de l'oscillateur harmonique. Maintenant, si on refait le même raisonnement pour la fonction g, on va obtenir une équation très similaire. Vous pouvez refaire le raisonnement qui est strictement identique, avec, pareil, on va choisir le même signe pour k, et on va obtenir g seconde de t plus kc au carré g de t égale 0. Ici, vous avez une fonction qui dépend de l'espace, donc on a choisi la lettre k. Et ici, vous aurez peut-être reconnu que dans le kc qu'on a obtenu ici devant le g, puisque c'est une fonction qui dépend du temps, on pourra poser tout simplement oméga égale k fois c. Et ce oméga ne sera rien d'autre, comme vous en doutez, que la pulsation de l'onde, la pulsation temporelle, tandis que le k est la pulsation spatiale. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de cette équation? Donc ici, je vous rappelle, on est en train d'étudier des ondes stationnaires. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Ces ondes stationnaires qui sont donc à variables séparables, qui peuvent s'écrire comme le produit d'une fonction f de l'espace et d'une fonction g du temps, on obtient deux équations qui sont en fait du coup indépendantes, une équation sur f, une équation sur g, qu'on va chercher à résoudre. Alors, les solutions générales, vous les connaissez bien. Ces équations sont des solutions sinusoïdales. Mais pour aller un petit peu plus loin dans la discussion, nous, ce qu'on va vouloir avoir, c'est des solutions particulières, donc de fixer ce qu'on va appeler des conditions limites sur ces fonctions pour pouvoir voir ce qu'on obtient. Alors, on va prendre un cas concret, un exemple d'onde stationnaire, qui est une onde sur une corde fixée à ses extrémités.
Par exemple, donc une corde de guitare. Alors, ça va se présenter comme ça, on fait un petit schéma. Vous allez avoir, ici, on va supposer 2 points d'attache, comme ça, qui sont bien fixes. Et entre ces 2 points d'attache, vous allez avoir votre corde, sur laquelle peut exister, par exemple, une onde qui pourrait avoir cette forme. Et ce qui est important, c'est que, en ces 2 points-là, la corde est fixée. Et on va voir que cette condition que la corde est fixée va nous donner en fait la condition d'existence des ondes stationnaires sur cette corde. Que décrit notre variable xi, notre variable onde stationnaire? En fait, xi, c'est rien d'autre que la hauteur du déplacement de la corde par rapport à sa position d'équilibre. Il faut imaginer que la corde elle serait tendue comme ça entre ces 2 points, bien fixée. Quand elle est au repos, elle est horizontale. Et si vous agitez la corde, elle peut prendre une forme comme ça différente. Par exemple, ici, il y a un mode propre qui existe sur la corde. Et donc, ce xi va mesurer la hauteur de la corde localement en un point x à un instant t0, si j'ai pris une photo comme ça. Alors, on va commencer par étudier l'équation sur f, l'équation sur g étant strictement semblable, juste avec d'autres lettres. Donc, l'équation sur f, qui s'écrivait f seconde de x plus k carré f de x égale 0, on va pouvoir en donner une solution générale. Qui est la suivante. F de x égale a sinus de kx plus phi, où vous avez a et phi des nombres réels. C'est une des formes qu'on peut choisir pour la solution générale. Et maintenant, on va se servir des conditions limites sur la corde, pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans la discussion. Petite remarque de vocabulaire ici qui est très importante. Quand on fait des maths, on ne parle pas de conditions limites, on parle plutôt en général de conditions initiales sur une équation différentielle. Quelle va être la différence? C'est que tout simplement en physique, quand on parle d'une équation spatiale, ici, où la variable c'est une variable d'espace x, on préfère parler de conditions limites. Ça revient au même en fait, mais c'est qu'en fait quand on parle d'espace, vous avez cette notion qu'il va y avoir des limites dans l'espace qui vont donner des conditions sur votre équation, donc on parle de conditions limites. Si on parle d'une équation temporelle, par exemple comme l'équation sur g, on va plutôt parler de conditions initiales, parce qu'en général c'est sous-entendu la condition à t égale 0. Bon, c'est juste du vocabulaire, mais c'est quand même important de le souligner. Donc quelles sont les conditions limites? Vous avez que la corde est fixée à ses extrémités, donc en particulier, elle est fixée en x égale 0. X égale 0, c'est ce point-là. Et ici, vous avez un point x égale, on va l'appeler grand L. Grand L est la longueur de la corde. Donc vous allez avoir, quel que soit t, le déplacement de la corde à cet endroit-là est toujours nul. Donc, psi de x égale 0 et de t est nul pour tout t. Autrement dit, quel que soit t, vous allez avoir f de 0 fois g de t égale 0. Puisque g de t ne peut pas être identiquement nul, sinon ce ne serait pas intéressant, ça veut dire que forcément ce f de 0 est nul. F de 0, on a choisi ça comme forme pour f. On en déduit que a sinus phi égale 0. Encore une fois, deux possibilités. Soit a est nul, mais dans ce cas-là, c'est pas intéressant, parce que ça ferait juste qu'on aurait la corde de repos. Donc a, on va le prendre strictement positif, par exemple. Et dans ce cas-là, on aura forcément sinus phi qui vaut 0. Comme phi est une phase, vous savez qu'il y a du coup une infinité de solutions à cette équation, bien entendu, puisque sinus est périodique. Mais puisque c'est une phase à l'origine, phi, on peut la choisir. Et donc on choisit tout simplement phi égale 0, qui est bien la solution de cette équation. Donc ça, c'était la première condition limite. La deuxième, c'est que la corde est fixée en x égale grand L. Qu'est-ce que ça va nous donner cette fois-ci? Ça va nous donner que, quel que soit t, psi de x égale L t égale 0.
Donc, vous allez avoir f de L, g de t égale 0, encore une fois, quel que soit t. Et puisque g n'est pas identiquement nul, encore une fois, ça nous donne tout simplement f de L égale 0. En utilisant la forme qu'on a choisie, avec la phase qu'on a fixée nulle, par le calcul précédent, nous allons donc avoir A sinus KL égale 0. Encore une fois, deux possibilités. On va oublier la possibilité A égale 0 qui ne nous intéresse pas. Et donc, on va juste avoir sinus de KL égale 0. Et c'est là que ça devient très intéressant. Pourquoi? Parce que de ce sinus KL égale 0, il y a encore une fois une infinité de solutions. Avant, quand on parlait de la phase à l'origine, ici, je vous ai dit, quand on arrivait à cette partie du calcul, bon, la phase, ce n'est pas un truc qui est, on va dire, physique en soi. Ce qui va être intéressant, c'est une fois qu'on a fixé la phase à l'origine, ça va vouloir dire quelque chose. Mais ici, le fait qu'il y ait une infinité de phases, ça ne nous intéresse pas a priori. C'est juste qu'il faut en choisir une, il faut la fixer, donc on a le choix, on prend phi égale 0. Là, c'est plus du tout la même chose, parce que dans ce K et dans ce L, ici, vous avez des grandeurs qui sont vraiment des grandeurs physiques. Ce K, donc, c'est le vecteur d'onde, qui va donc correspondre à une longueur d'onde, un truc bien physiquement mesurable, et le L, c'est la longueur de la corde. Donc ici, le fait qu'il y ait une infinité de solutions, ça va nous intéresser. Quelles sont ces solutions? On a un entier relatif, tel que KL est un multiple de pi. Je vous rappelle donc que ce K, comme vous pouvez déjà bien le voir ici sur cette équation, là sur l'équation différentielle de f, K en fait il est homogène à l'inverse d'une longueur, et K c'est rien d'autre que donc le vecteur d'onde. Donc ce K, vous voyez ici j'ai écrit juste KL égale NP, on va en fait écrire K indice petit l, L égale NP, parce qu'en fait ce K va être indexé par un entier n. Donc on va poser Kn égale 2pi sur lambda n, où lambda n va être du coup la longueur d'onde. Ce qui va nous donner 2pi sur lambda n fois L égale npi. Et finalement, en arrangeant un peu tout ça, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que L égale n fois lambda n sur 2. Quelle est la conclusion de cette histoire sur les ondes stationnaires? Je vous rappelle, on refait un petit peu le raisonnement ensemble. On est parti de cette corde qu'on a fixée à ces deux extrémités. Et on s'est dit, bon, moi j'ai envie de savoir quelles sont les ondes stationnaires qui peuvent exister sur cette corde. Donc on reprend la forme la plus générale possible pour une onde stationnaire, qui était la forme qu'on a choisie, xi de x de t égale f de x fois g de t. Et on se demande, vu les conditions que j'ai dans mon système, qu'est-ce que je vais avoir? Alors, puisque ces ondes vérifient l'équation de D'Alembert, on avait eu deux équations différentielles, une équation sur f, une équation sur g. Nous, pour le moment, on s'est juste intéressé à l'équation sur f. Cette équation sur f, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est l'équation différentielle suivante, une équation du second ordre de la forme oscillateur harmonique, dont on connaît très bien la solution générale, la plus générale possible, qui est celle-là. Cette solution générale, on va lui imposer les deux conditions limites. La première étant que la corde est fixée en x égale 0. Cette condition nous a juste donné que la phase, en fait, la phase de l'origine, on va la prendre nulle. Tout ce que ça nous a donné. La deuxième condition, x égale L, elle nous a donné quelque chose de beaucoup plus physique. Elle nous a donné qu'à cause du fait que la corde est fixée en x égale L, il ne peut y avoir que certaines longueurs d'onde qui existent. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas faire une onde stationnaire avec n'importe quelle longueur d'onde sur une corde comme ça. Les longueurs d'onde qui vous sont autorisées pour faire une onde stationnaire sur la corde sont indexées par un entier n et sont données par cette relation. Comment on peut interpréter ça? Alors, on va commencer par écrire. Ça nous donne l'ensemble des lambda n autorisés pour l'onde stationnaire sur la corde. Et on va faire un petit dessin pour comprendre
comment vont se traduire les différents lambda n qu'on a trouvés. Alors, on peut voir par exemple que pour n, on peut choisir par exemple n égale 1. Qu'est-ce que ça va nous donner? Si on prend n égale 1, la relation, ça devient tout simplement L égale lambda 1 sur 2. Quelle forme va prendre la corde dans ce cas-là? Vous voyez que la longueur d'onde totale de la corde, ça doit être le double de la longueur. La longueur de la corde ici, c'est ça, hein, ça vaut L. Donc si la longueur d'onde vaut 2L, d'après cette équation, la longueur d'onde, elle doit faire ça, elle doit valoir 2L. Et donc la corde, elle va prendre cette forme-là. Ça, c'est pour le cas n égale 1. Maintenant, si vous avez le cas qu'on va faire en violet, n égale 2, vous allez avoir L égale 2 fois lambda 2 sur 2, donc tout simplement L égale lambda 2. On va avoir une longueur d'onde totale qui va apparaître comme ceci. On peut faire un dernier exemple pour n égale 3, ce qui va nous donner L égale 3 demi de lambda 3. Ce qui va donner cette forme. Et on pourrait continuer comme ça. Ce que vous voyez, en fait, tout simplement, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de fuseaux d'ondes stationnaires qui vont apparaître. Et ici, vous avez les 3 premières harmoniques de la corde, les 3 premières ondes qui peuvent exister sur cette corde, en fonction de n. Maintenant, ici, vous voyez, on a parlé de la structure spatiale de l'onde, avec la longueur d'onde et la fonction f. On va maintenant mentionner ce qui se passe pour la fonction g. Donc je vous rappelle que la fonction g, elle vérifiait l'équation suivante. G seconde de t plus oméga carré g égale 0, avec oméga égale kc. Maintenant, G, vous voyez que, elle aussi, l'équation en fait est strictement identique à celle pour f, donc on va aussi avoir une solution générale. Qui va s'écrire sous la forme G de t égale une constante, B, sinus, oméga t plus psi, on va écrire cette fois-ci. Ça, c'est la solution générale pour G. Et si on voudrait avancer dans le calcul pour pouvoir dire un petit peu qu'est-ce que c'est que cette constante phi, la constante b, ce qu'il faudrait cette fois-ci, ce serait des conditions initiales et non plus des conditions limites. Ça veut dire AT égale 0. Par exemple, lorsqu'on a pincé la corde ou quel que soit ce qu'on ait fait à la corde à l'instant initial, comment s'est comporté G, et puis à un instant ultérieur, par exemple, un instant t0, comment se comportait G. Alors, a priori, on n'a pas ces informations de manière évidente. Vous voyez qu'on avait des informations très simplement sur la structure spatiale, parce qu'on pouvait dire la corde est accrochée ici, elle est accrochée là. Sur la structure temporelle, c'est pas évident. Donc on va juste laisser la forme générale de G comme ça. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que puisqu'on a la relation oméga égale kc, qui est la relation de dispersion de l'onde stationnaire, on va pouvoir en fait dire ce que vaut oméga. Puisqu'on a une relation pour k qui est que Kn vaut npi sur L. On en déduit que oméga est lui aussi indexé par un entier n relatif sous la forme oméga L égale, il faut juste multiplier la relation qu'on a obtenue par C, oméga n égale n pi fois C divisé par L. Et donc on dira
que les couples oméga n, kn, pour n un entier relatif, constituent ce qu'on appelle les modes propres de la corde. Avec encore un peu de vocabulaire, oméga 1 K1 constituera le mode fondamental et les oméga n Kn pour n strictement supérieur à 1 sont les harmoniques. Et on a finalement une solution générale pour cette équation, puisqu'on a la solution générale pour f et la solution générale pour g, qui va être donc la solution générale pour l'onde stationnaire sur la corde, si de x et de t égale b sinus oméga t plus psi, mais oméga, on sait qu'il vaut n pi fois c sur L, n pi c sur L, t plus psi, fois le sinus qui venait du f, c'est-à-dire sinus n pi sur L fois x. Cette formule n'est bien entendu pas à savoir par cœur. Je le répète, ce qu'il faut avoir bien compris par cœur, ce qu'il faut avoir bien compris dans l'histoire, c'est le raisonnement. D'où on part? On part du fait qu'on a une onde stationnaire, donc un variable séparée, f de x, g de t, et ensuite on se sert de nos connaissances en maths pour résoudre une équation du second ordre et des conditions aux limites pour pouvoir réduire le problème et introduire toutes ces constantes k et oméga. Donc ça, c'est du cours, mais c'est aussi le début de tous les exercices sur les ondes. Donc je vous encourage très vivement à refaire tous ces calculs et à bien les avoir compris. Je vous remercie.